Le faucon pèlerin. Il est de retour. Je suis passionné par les oiseaux depuis mon plus jeune âge. Le faucon pèlerin a toujours été mon préféré. J'ai suivi des études d'histoire, notamment sur la fauconnerie. Lorsque j'étais enfant, le faucon pèlerin était une espèce très menacée. Dans les années 90, j'entends parler d'observation de ces faucons sur la côte d'Albâtre, alors que ces oiseaux avaient disparu de ces falaises depuis le début des années 60. Je décidai de m'installer près de la côte pour faire partie des premiers témoins du retour de l'animal le plus rapide au monde, avec 390 km/h. Pour moi, la diversité du vivant présente en France ne mérite pas moins d'attention que celle qui peuple les forêts tropicales. Mais elle demeure méconnue de la plupart d'entre nous. Je suis né ici et j'ai grandi à proximité du littoral. Après mes études supérieures et en parallèle une vie professionnelle dans le monde des entreprises, j'ai réalisé des études d'ethnologie. Je suis allé vivre avec différents peuples en Afrique, en Amazonie, en Sibérie orientale et à Bornéo. J'ai réalisé mon doctorat sur un sujet qui me fascinait, les relations entre une société d'Amazonie et le monde animal. Ce qui est passionnant après une telle expérience, c'est le nouveau regard que l'on porte sur sa propre culture. J'ai alors réalisé un documentaire sur l'ours des Pyrénées et ses relations avec l'homme. Puis, j'ai redécouvert la richesse naturaliste de ma propre région en observant le faucon pèlerin. J'ai rencontré Emmanuel il y a déjà 10 ans, devant un couple de faucons pèlerins sur le littoral, et une amitié est née. Nous étions les seuls à avoir recensé les couples présents sur la totalité des 120 km de côte de la Seine-Maritime, et également les seuls à avoir récolté autant de données sur cette population. Elle remettait en cause toutes les estimations existantes jusqu'ici. 10 années d'observation, 50 tournages ont été nécessaires pour filmer cet oiseau parmi les plus farouches. Le développement des activités humaines, qui a apporté tant de confort depuis le 19e siècle, a également eu des conséquences sur la faune et la flore, surtout depuis la seconde moitié du XXe siècle. Des espèces communes il y a encore peu sont désormais en déclin. Le pèlerin, lui, doit son salut à la capacité des humains à comprendre leurs erreurs et à les corriger. Aujourd'hui, nous poursuivons nos recherches pour savoir comment vit cette population maritime et fluviale et comment évoluent ses effectifs. Nous vous invitons maintenant à faire escale au cœur du pays du pèlerin, là où le vent, l'eau, la craie et les humains ont façonné un territoire hors du commun. Ce matin, nous avons décidé de nous rendre dans la vallée de la Seine pour observer un couple que nous connaissons. Si le faucon est un oiseau hors du commun à nos yeux, si nous passons autant de temps à l'observer et à le suivre, c'est d'abord pour ses aptitudes physiques exceptionnelles. D'une corpulence modeste, de la taille d'une corneille pour la femelle, d'un pigeon mondain pour le mâle, ce faucon possède cependant une carrure imposante. Avec un poids d'1 kilo ou plus, la femelle pèlerin est 2 fois plus lourde que la corneille. Elle peut capturer des proies plus grosses et plus lourdes que son mâle, baptisé tiercelet par les fauconniers, car il est plus léger d'1 tiers. La vision est le sens le plus développé chez le pèlerin. Elle est estimée de 5 à 8 fois supérieure à celle de l'homme. Il est capable de distinguer un moineau situé jusqu'à 4 km de son point d'observation. Les yeux du pèlerin sont énormes. Si nous avions proportionnellement les mêmes yeux, ils auraient la taille de pamplemousse. Le faucon doit son nom à la forme de ses ailes taillées comme des faux. En vol horizontal, sa silhouette est celle d'une grande hirondelle et nous avons mesuré des vitesses de près de 100 km/h. Mais lorsqu'il ferme ses ailes pour réaliser un piqué, il prend la forme d'un missile et sa vitesse frôle les 400 km/h selon les dernières mesures.
Cela fait de lui l'animal le plus rapide au monde. Pour éviter que ses poumons n'explosent pendant ses phases de piqué, sa narine est dotée d'un filtre qui limite l'entrée d'air. Le faucon pèlerin, jamais abondant, est réparti sur la presque totalité du globe. Il a conquis tous les continents et tous les milieux, à l'exception de l'Antarctique et de quelques archipels océaniques. Les faucons qui ne construisent pas de nid sont dépendants pour se reproduire des cavités naturelles présentes sur les parois abruptes. Cet attrait pour les précipices parsemés de grottes protège la nichée des prédateurs terrestres, y compris de l'homme, et explique la répartition du rapace. Bien que cosmopolite, le pèlerin reste surtout localisé aux régions escarpées, montagneuses ou côtières et d'accès difficile. Les falaises du Pays de Caux, où nous nous trouvons, sont un habitat idéal pour lui. C'est un spécialiste de la chasse aux oiseaux, et il ne les capture qu'en vol. Il peut attraper des proies de quelques grammes jusqu'à plus d'1 kilo. Toutes sont susceptibles lors de leur déplacement de tomber sous la serre du pèlerin. Sur la côte, de nombreuses autres espèces d'oiseaux nichent également sur ces cathédrales de craie. Les laridés, goélands, mouettes et fulmars fournissent un appoint non négligeable au régime alimentaire du faucon. Si on peut l'admirer aujourd'hui, il a pourtant bien failli s'éteindre. Dans le Pays de Caux, la quarantaine de couples de faucons pèlerins disparaît entre 1950 et 1963. Les couples de la vallée de la Seine, cantonnés entre Paris et Le Havre, connaissent le même sort. Dans le monde, les effectifs avaient chuté de manière très inquiétante aussi. L'espèce fut d'abord l'objet d'études en Angleterre qui révélèrent la toxicité du DDT pour les oiseaux, un pesticide utilisé en agriculture. Le DDT et ses produits de décomposition sont toxiques pour les embryons d'oiseaux et perturbent l'absorption du calcium, détériorant la qualité de la coquille des œufs. Avec encore plus d'impact pour les prédateurs, comme le pèlerin, situé en haut de la chaîne alimentaire. À partir des années 70, le DDT est peu à peu interdit dans certains pays les plus développés. Ce produit est aujourd'hui classé comme un polluant organique persistant, comme le PCB. Il ne se dégrade que très lentement dans l'environnement. C'est seulement dans les années 90 que les premiers couples de pèlerins reviennent dans le Pays de Caux et en Normandie, 20 ans après l'interdiction du DDT. Il est aujourd'hui de nouveau possible de les observer. Le faucon pèlerin se nourrit des espèces les plus abondantes, mais il sait adapter son régime alimentaire en fonction des migrations. La Normandie lui offre en cela toutes les clés pour garantir sa survie et son expansion. Deux grandes baies encadrent la région. Au nord, la baie de Somme. Au sud, la baie du Mont-Saint-Michel. Entre les deux, l'estuaire de la Seine. Ces baies et cet estuaire sont des lieux importants de halte migratoire pour des millions d'oiseaux, nombreux à faire le voyage entre le nord de l'Europe et l'Afrique chaque année. On y trouve également plusieurs colonies de phoques et en mer, d'autres mammifères marins dont la présence est également méconnue du grand public. Au néolithique, par l'ouverture des espaces, les premiers agriculteurs sédentaires avaient aussi probablement favorisé le faucon pèlerin. En effet, sa vitesse de chasse très élevée lui interdit les poursuites sous le couvert forestier.
Avec le développement de l'agriculture et de l'élevage, entre cette lointaine époque et jusque récemment, l'homme avait donc créé de nouveaux milieux qui offraient des habitats favorables à de nombreuses plantes et animaux sauvages. Une nouvelle biodiversité d'une grande valeur s'était développée grâce à l'activité des hommes, comme celle que l'on rencontre dans les Clos Mazur, ces fermes typiques du pays de Caux. Le faucon pèlerin profite aussi de vastes espaces comme le Marais Vernier. Les vallées des petits fleuves côtiers, comme celles de la Sanne et du Dain, offrent un éventail de proies variées pour le pèlerin. Récemment, en 50 ans à peine, l'équilibre que les hommes avaient lentement façonné à travers les siècles s'est trouvé bouleversé. Extension des villes et des zones industrielles, mitage des campagnes par les lotissements, remembrement, intensification agricole avec utilisation des pesticides. Les nouveaux modes de vie des hommes laissent moins de place à la faune et ont profondément marqué des paysages séculaires d'une grande richesse. La raréfaction des proies a un impact sur les prédateurs et le pèlerin doit encore une fois s'adapter. Ce qui frappe, c'est que cette érosion de la biodiversité passe presque inaperçue de la plupart d'entre nous. La chute des effectifs de nombreuses espèces semble s'être accélérée au cours de ces dernières années. À l'inverse de ce que j'ai pu observer ailleurs, la connaissance du vivant est très faible en France. En Guyane, par exemple, les populations chez lesquelles j'ai travaillé ont une connaissance encyclopédique de la nature. Elles ne considèrent pas le vivant comme un monde séparé de celui des hommes. Notre conception place l'homme au-dessus des autres espèces et la nature doit être à notre service. Et si l'on compare à d'autres pays européens, notre méconnaissance de la faune et de la flore est plus importante qu'ailleurs. Deux heures que je suis à l'affût et toujours rien. La pluie s'est invitée et je suis transit froid. J'imagine que le couple s'est éloigné. Je ne suis pas revenu sur ce site depuis l'automne et j'espère que rien n'est arrivé. Quand enfin la femelle apparaît. Je ne me lasse pas d'admirer sa silhouette héraldique. Cet oiseau nous fascine et nous ne sommes pas les premiers. En Égypte, le faucon pèlerin était un dieu, le dieu Horus, ancêtre de tous les pharaons. Très tôt, il fut un allié de l'homme qui l'a utilisé pour la chasse. L'art de la fauconnerie était connu en Mésopotamie plus de 2000 ans avant notre ère. En Europe, ce mode de chasse se répand au Moyen-Âge. Le faucon sur le poing devient le symbole de la société nobiliaire médiévale. Le pèlerin, privilégié par les fauconniers, était à ce titre très protégé. Une ancienne loi danoise punissait de mort le meurtrier d'un faucon. Le faucon a également disputé la place de roi des animaux. Au Haut Moyen-Âge, le monde germanique et celte confère à l'ours et au faucon une place symbolique déterminante. Il s'oppose au lion de la civilisation gréco-romaine. Le lion va peu à peu s'imposer, traduisant la victoire de l'Europe chrétienne sur l'Europe barbare. À partir du XIIe siècle, l'aigle latin symboliquement fusionné avec le faucon germain va s'imposer pour devenir l'image parfaite de la souveraineté. Dans l'esprit de nombreuses personnes, les rapaces ont toujours une connotation négative, à l'instar des grands prédateurs,
comme je l'ai observé en travaillant sur l'ours des Pyrénées. Les rapaces font partie des oiseaux qui annoncent souvent le malheur. Certains d'entre eux mangent des cadavres, des viscères et même de la viande pourrie. Les oiseaux de proie nous interrogent également sur notre rapport à la mort. Tout le monde grec exprime la hantise que le corps soit dévoré par des bêtes nécrophages. Le cercueil et la crypte démontrent la volonté de notre civilisation à préserver l'intégrité du corps après la mort et d'éviter le sort cruel réservé à Prométhée. Dans notre société, tout ceci situe les rapaces à l'autre extrémité de l'échelle du progrès et de la civilisation. Alors que les fauconniers du XVIIIe siècle avaient décrit et nommé toutes les espèces de rapaces, ceux-ci deviennent de simples becs crochus après la Révolution. Devenus des parias de notre imaginaire, ils sont l'objet de massacres d'envergure organisés par les vendeurs d'armes et les sociétés de chasse sous la bienveillance de l'État. Les populations déclinent fortement jusqu'en 1972, date à laquelle une loi a protégé l'ensemble des oiseaux de proie. Les chasseurs se réservent la gestion des espèces gibier et certains refusent encore l'idée que des espèces prédatrices puissent aussi puiser dans le cheptel d'une nature gérée et administrée. C'est l'hiver. Nous profitons du mois de novembre pour aller observer une aire de faucons pèlerins en dehors de la période de nidification. Mais ici, rien n'est simple et il faut braver toutes ces peurs pour visiter la demeure inaccessible du rapace. Une formation accélérée et nous voici suspendus dans le vide au-dessus de la mer. Tu vas être comme moi, toi, tu te mets en tension dans le vide. D'accord, puis tout doucement ça va descendre. Ah, moi j'y suis allé un peu fort, mais ça va le faire comme ça. La cuvette où les œufs sont déposés est encore bien visible. Une partie de l'air est réservée aux déjections et aux indices de repas. On peut identifier des restes de ces proies qui donnent un bon aperçu du large spectre alimentaire du faucon pèlerin et de la richesse ornithologique de la Manche. Sur ces côtes balayées par les vents marins, où les arbres sont rares, une seule solution pour s'accrocher, la voiture. Février. Il est parfois pénible de sortir sur la côte. Le vent fait chuter les températures ressenties. Malgré le froid, le soleil brille un peu plus longtemps chaque jour et amène les pèlerins dans leur cycle de reproduction. Les parades commencent. Les couples de pèlerins de la côte d'Albâtre restent unis en hiver, contrairement à ceux des régions montagneuses de l'intérieur. Ils continuent à chasser de concert toute l'année, les ressources alimentaires restant ici disponibles en continu. Les parades consistent en de formidables démonstrations aériennes. Les faucons atteignent alors des vitesses les plus impressionnantes. Les mâles multiplient aussi les offrandes aux femelles. C'est un gage de leur talent de chasseur et de leur capacité à pourvoir en proie la future nichée. Tout à coup, un faucon intrus à notre couple surgit. C'est un immature, certainement un mâle. Mais le mâle résident lui fonce dessus. Le nouveau venu est pris pour cible. À l'époque des parades, les affrontements territoriaux sont exacerbés et donnent lieu à des combats aériens à couper le souffle.
combat se poursuit avec encore plus de violence lorsqu'une femelle rivale se mesure à la femelle de notre couple. Arrive alors le temps des accouplements, qui s'étale généralement entre février et mars. Nous profitons de cette période pour poursuivre notre recensement des différents couples qui peuplent le littoral. Chaque couple dispose, si son territoire le permet, de plusieurs aires. C'est bien pratique lorsque l'une d'entre elles, et cela est fréquent sur cette côte de craie, s'effondre avec un pan de falaise à cause de l'érosion. Pendant les parades, il y a aussi les salutations, prélude à l'accouplement. Les oiseaux, posés, se font face, tête baissée, corps incliné. Cette position est censée désinhiber leur agressivité. Cela fait plusieurs jours maintenant que nous observons les parades des pèlerins, dans l'espoir de filmer un accouplement. Chaque fois que nous pensons toucher au but, les faucons disparaissent pour s'accoupler hors de notre vue. La femelle est cette fois-ci exactement en face de nous. Elle est agitée et appelle le mâle. Quand enfin le mâle daigne se poser près de la femelle, le couple disparaît de nouveau et nous échappe. Les recherches effectuées dans le cadre du film nous ont permis de réaliser le premier recensement précis de cette population côtière. Le pays de Caux abrite l'une des densités les plus importantes au monde. Le faucon s'est bien rétabli ici depuis la période noire du DDT. L'embouchure de la Seine est couverte d'une immense roselière. C'est l'une des plus importantes de France et un terrain de chasse apprécié des pèlerins. Nous projetons d'explorer ces milliers d'hectares ponctués de mares, de vasières qui attirent toutes sortes d'espèces. Ce drôle d'oiseau se nourrit de graines de phragmites l'hiver et d'insectes l'été. La panure à moustache passe sa vie dans la roselière. Mâles et femelles collectent patiemment des matériaux pour construire un nid douillet dans les phragmites. Son existence dépend de la préservation de cet habitat, c'est-à-dire de la fauche des roseaux par l'homme. Sans entretien, l'espace est rapidement colonisé par les arbustes et le milieu disparaît. Notre objectif aujourd'hui est un peu fou. Filmer une chasse de faucons pèlerins au-dessus de la roselière. Nous avons déjà observé ce spectacle avec nos jumelles sans avoir pu filmer la scène. Nous nous enfonçons un peu plus dans les marais. Un chant mélodieux s'échappe des roseaux. La gorge bleue à miroir est revenue de migration et compte bien se faire entendre. Le mâle chante pour délimiter son territoire et trouver une compagne. C'est à celui qui aura le répertoire le plus varié et le plus exotique. Pour cela, il interprète des imitations de toutes sortes de passereaux, y compris des chants d'oiseaux inconnus en Normandie et qu'il a côtoyés en Afrique. Devant nous, un étang héberge des limicoles et canards. La plupart reviennent de migration et se reposent avant de rejoindre l'Arctique. D'autres, comme cette pigrièche écorcheur, vont rester pour nicher ici. Soudain,
une silhouette familière se détache sur les berges de la Seine. Il est là. Le faucon s'approche et fait un premier passage à toute vitesse pour forcer ses proies à s'envoler. Le groupe tourbillonne et miroite tel un banc de poissons dans le but de décontenancer le rapace. C'est la confusion, y compris pour arriver à suivre le prédateur. Celui-là l'a échappé belle. Ce matin, nous décidons d'aller visiter des couples de faucons que nous connaissons près de Fécamp et d'Étretat. Sur cette portion du littoral, les falaises atteignent jusqu'à 100 mètres de hauteur. Elles sont formées d'une roche calcaire plus résistante à l'érosion que partout ailleurs. Cependant, des éboulements gigantesques peuvent se produire et former une avancée sur la mer nommée chien par les marins, car depuis le large, leur forme ressemble au meilleur ami de l'homme, attendant le retour de son maître. Nous profitons d'un de ces éboulements, vieux d'un siècle, comme point privilégié d'observation. Ici réside un couple que nous connaissons bien. Les œufs ont déjà éclos. Le mâle est de retour avec une proie. Il la dépose pour la femelle. C'est elle, le plus souvent, surtout lorsque les fauconneaux sont encore vulnérables, qui les protège et les nourrit. Elle donne la béquille à chacun en découpant au préalable des morceaux minuscules, mais en quantité adaptée aux besoins des jeunes. Chez le faucon pèlerin, le nombre de petits est en général de 3 ou 4, 2 ou 5 étant plus rare. Un pèlerin possède une espérance de vie d'une quinzaine d'années. Comme tous les rapaces, les petits naissent en duvet blanc. Ils le perdront par la suite pour acquérir leurs plumes d'immature. Encore très fragiles à ce stade, ils ont besoin de toute l'attention des parents. Les apports de proies se succèdent et reflètent l'avifaune que l'on peut observer au printemps en Normandie. Ici, la femelle revient avec un bécasseau variable qui remontait sans doute vers le nord. Là, un jeune étourneau rapporté par le père, bien heureux de pouvoir nourrir lui-même les petits en l'absence de la mère. Mais les jeunes boules de plumes sont voraces et ont décidé de se nourrir sans son aide. Les jeunes grandissent très vite. Le bon déroulement de leur croissance dépend en partie du nombre de proies apportées par les parents. Pendant cette période, la femelle est en mue, ce qui limite sa capacité de vol. C'est donc sur l'habileté du mâle à la chasse que repose en grande partie la survie des jeunes. Ici, le nombre de jeunes qui survit jusqu'à leur premier vol est particulièrement élevé, avec 3 ou 4 fauconneaux. Il faut dire que l'étendue marine de la côte normande constitue un garde-manger exceptionnel. Au printemps, les oiseaux reviennent et passent sous les yeux des pèlerins pour gagner les zones de reproduction vers le nord. Dès le mois de juillet, de nombreuses mouettes rieuses et des limicoles sont en halte ou de passage. C'est le grand retour vers le sud qui s'accélère à l'automne. Par millions,
Le jour comme la nuit, au ras des côtes, à haute altitude, le flux migratoire est ininterrompu tout au long de l'année. Au mois d'octobre, on peut apercevoir des centaines d'anatidés passer le long des côtes de la Manche. Ce jour-là, nous observions des passages de macreuses noires, des canards nordiques qui hivernent en mer. Tout à coup, un faucon pèlerin part. Il fonce vers le large et nous le perdons de vue. Quand un nouveau groupe de macreuses s'approche, les canards font un écart inhabituel. Un projectile vient leur barrer la route. C'est notre pèlerin. Nous sommes sidérés de réaliser que le faucon n'hésite pas à s'engager sur des proies plus lourdes que lui, à plus d'1 kilomètre en mer. Mais il sait également profiter de bien plus petites proies en migration. Les troupes des tourneaux traversent la Manche en septembre et octobre, ou longent les côtes depuis le nord de l'Europe. Des vagues d'oiseaux rasent la mer, puis le sommet des falaises, s'engouffrent dans les valleuses et attirent les prédateurs ailés de la région. Les chasses en couple sont bien plus fructueuses et les petits passereaux sont pris après une poursuite le long des parois abruptes. Les jeunes faucons, lorsqu'ils devront se débrouiller seuls, pourront d'ailleurs profiter de cette manne d'oiseaux dans les premiers temps de leur émancipation. Certaines espèces peu communes en Normandie peuvent être observées à l'occasion de ces passages migratoires, comme ce balbuzard pêcheur, ce pigargue à queue blanche, ou, encore plus exceptionnel, ce busard pâle. Les fauconneaux ont maintenant 3 semaines. Ils sont déjà aussi grands que les adultes. Chaque objet volant qui passe à proximité intéresse les jeunes rapaces comme les plumes qui s'envolent. Les petits pèlerins battent déjà des ailes en dehors de l'air qui est devenu trop petite. Cette gymnastique agit comme une vraie soufflerie. Ils prennent généralement garde à ne pas tomber hors du nid. Cela pourrait avoir de graves conséquences s'ils tombent à l'eau. Le mâle adulte vient se nourrir sur un reste de proie. Mais les jeunes femelles, déjà plus grosses que leur père, ne l'entendent pas de cette oreille et s'accaparent la carcasse. Alors que les jeunes sont proches de l'envol, les apports de nourriture sont plus espacés. Une dernière observation et nous quittons les lieux. Nous parcourons une portion de la côte le long de laquelle nous n'avons pas encore pris le temps de recenser les couples de faucons. Une cascade attire notre attention. C'est une tuffière avec sa végétation exubérante. Les tuffières sont des concrétions calcaires formées par des sources pétrifiantes. Elles fournissent aux oiseaux des falaises quelques matériaux de construction pour leur nid, principalement des mousses. Dissimulé dans la végétation au-dessus de la cascade, un tiercelet que nous ne connaissons pas.
Nous suivons son vol. Il fonce vers une colonie d'oiseaux de mer bruyants qui quittent la falaise un peu paniqués. Des mouettes tridactyles. Cette espèce occupe une vaste aire de reproduction circumpolaire dans l'hémisphère nord. Elle vit en colonie sur ces lieux de nidification. Comme pour le fulmar, l'ouest de la France est en limite sud de sa répartition. Elle vit et se nourrit une partie de l'année au large et tire son nom d'une particularité. Elle n'a que 3 doigts apparents. Notre pèlerin n'est pas seul. Sa femelle veille. Comme elle, notre attention est attirée par un rassemblement au large. À quelques centaines de mètres du rivage, les grands dauphins font surface puis plongent. Ils sont à la recherche de nourriture. Des pingouins tordas et des guillemots partagent le repas des dauphins. Avec le macaremoine, ils nichaient jusqu'au début du XXe siècle sur les falaises. Ils les ont désertés, victimes du tir sportif, du tourisme ou de pollution, comme ce guillemot de Troil mazouté. Au large, sous l'œil du pèlerin, d'autres oiseaux d'un blanc pur plongent violemment dans le grand bleu. Des centaines de fous de bassans se sont rassemblés. Tous viennent exploiter les bancs de poissons. Comme pour les oiseaux, une faune sous-marine et invisible migre sous la surface de la Manche. De nombreuses espèces de poissons se déplacent tout au long de l'année pour regagner leur lieu de reproduction, comme ces truites de mer. Cette profusion de nourriture attire des prédateurs variés. Ce phoque gris de 300 kg, filmé près d'Étretat, en profite également. La femelle réapparaît en vol. C'est l'époque des premiers vols pour les fauconneaux. Pour observer leur début laborieux, nous avons construit un tout petit affût au cours de l'hiver précédent à l'extrême bord de la falaise. Nous nous relayons afin de filmer la famille au grand complet, en priant qu'un éboulement ne mette pas un terme à notre documentaire. Il est surprenant que l'un des oiseaux les mieux adaptés au vol puisse faire preuve d'autant de maladresse au moment de son baptême de l'air. Il arrive que ce premier vol soit une simple chute, à peine ralentie par l'oiseau qui écarte les ailes sans savoir manœuvrer. Mais très vite, les jeunes oiseaux apprennent à faire du vide et du vent des alliés.
Quelques jours plus tard, tous les fauconneaux ont survécu au premier vol. Ils jouent désormais à se poursuivre et à s'attraper. Ces jeux font partie des moments où les jeunes faucons exercent leur adresse et constituent un entraînement à la capture de véritables proies, comme ici avec cette branche. Les insectes, comme les gros coléoptères volants, sont des cibles idéales pour le futur chasseur. Cela lui permet de perfectionner sa technique pour arriver à déployer ses serres au bon moment lors de la capture. Viennent ensuite les premières tentatives sur tout objet volant, comme ce faucon cresserelle, ou ce goéland pris en chasse. Les chasseurs en herbe apprennent également à se placer dans le soleil pour disparaître et mieux surprendre leur proie. Parfois, les jeunes faucons voient un peu trop grand. Celui-ci a décidé de prendre en chasse une cigogne. Sa ténacité fait paniquer le grand planeur qui l'écarte d'un coup de patte. Cela n'a pas l'air de démotiver l'apprenti chasseur. Même si cette tentative est le fait d'un jeune faucon sans expérience, il a été observé des attaques fructueuses d'adultes sur de grands oiseaux, comme le héron cendré. Pendant cette période, les parents restent à proximité de leur progéniture et observent leur progrès. Les jeunes jouent aussi à poursuivre les parents qui s'amusent bien volontiers avec eux. Ils découvrent à cette occasion comment exploiter les faiblesses des oiseaux comme l'angle mort de leur champ de vision. Les adultes rapportent toujours des proies, mais incitent dorénavant les jeunes à venir les saisir en plein vol. Les jours passent et les fauconneaux ont gagné en agilité. Ils continuent d'harceler leurs parents pour être nourris. De plus en plus, les repas s'espacent et toutes les proies ne leur sont pas destinées. Ce que ce jeune ne semble pas avoir compris. La femelle reprend calmement son dû avant de s'éloigner pour manger tranquillement. La période d'émancipation est très dangereuse pour les oiseaux inexpérimentés. Le chiffre de la mortalité des jeunes est de 2 oiseaux sur 3 qui périssent au cours de leur première année. En effet, si le jeune faucon ne parvient pas à capturer ses premières proies rapidement, il est condamné. Le jeu a donc une importance cruciale et il se transforme sous nos yeux en une véritable chasse. Ce pigeon va l'apprendre à ses dépens.
Bien que farouche, le faucon pèlerin a toujours su vivre aux côtés des hommes. Il niche depuis longtemps sur les édifices que nous avons construits. Mais de nouvelles menaces pèsent sur lui, liées aux nouveaux usages de la nature. Des objets volants ont envahi le ciel. Les faucons exécutent des vols d'intimidation, mais ne sont pas perçus par les intrus. Les passages à proximité de l'air peuvent provoquer l'échec de la nichée. Les projets éoliens ont le vent en poupe. Il est difficile d'en mesurer les conséquences, mais d'après des études conduites en Allemagne, il y aurait des risques réels de collision avec les oiseaux. Phare d'Antifer. Nous sommes sur une portion peu accessible du littoral. Le couple cantonné ici est sur le qui-vive. Un groupe de pigeons de la ferme voisine passe à proximité. La femelle s'élance. Elle coupe la route d'un des pigeons pour le forcer à plonger. Le mâle prend le relais et lie le pigeon. Un jeune le poursuit pour recueillir la proie, qui lui échappe. C'est le moment de la pratique. Quand tout à coup, le père surgit pour coiffer le pigeon sous les yeux de l'apprenti. Le pigeon, s'il n'est pas tué sur le coup, est achevé par décérébration. Le bec du faucon, muni d'une excroissance pointue appelée dent, agit comme une pince coupante. Souvent, le faucon arrache la tête de sa proie pour donner les meilleurs morceaux à ses petits. Après avoir passé tant d'années à côtoyer les mêmes couples de faucons pèlerins, nous avons accumulé de nombreuses observations inédites et davantage pris conscience des interactions entre l'homme et le vivant.